C'est une consommation d'électricité qui est en effet importante. Généralement, on a tendance à dire qu'un gros bateau de croisière, ses besoins énergétiques sont comparables à ceux d'une petite ville. En moyenne, seulement 50% de l'énergie produite à bord sert à la propulsion. Tout le reste alimente en électricité l'hôtel, les restaurants ou les activités de loisirs. Mais fournir de l'électricité ne suffit pas à transformer un bateau en ville flottante. Un autre élément essentiel doit être géré en toute autonomie. Les vacanciers en profitent allègrement, sans y réfléchir. C'est l'eau. Son traitement est un chantier colossal et permanent pour les méga-paquebots. Les consommations d'eau en France, par exemple, au niveau terrestre, on est à peu près sur 150 litres d'eau utilisés par jour et par personne. Sur les paquebots de croisière, notamment avec tout ce qui est aménagement à bord, on peut monter à 200, 300, voire jusqu'à 400 ou 500 litres par jour et par personne. Donc on a des consommations d'eau qui sont parfois plus importantes que dans des villes. Et du coup, on doit faire encore plus attention à la gestion de l'eau à bord. Sur des bateaux occupés par des milliers de passagers, impossible d'embarquer de telles quantités d'eau douce. Avec 10 000 personnes, effectivement, si on devait stocker quelques litres d'eau par personne et par jour sur le plus gros paquebot du monde, ça serait un petit peu compliqué de tenir une semaine. En tout cas, ça prendrait beaucoup d'espace. Alors comment on fait? Comme sur tous les bateaux, qu'ils soient civils ou militaires, on désalinise de l'eau. Pour produire de l'eau potable à partir d'eau de mer, la plupart des paquebots de croisière ont recours à un système ingénieux basé sur la physique, l'osmoseur inversé. L'eau de mer est placée dans une cuve, séparée d'une autre cuve d'eau douce par une membrane semi-perméable. Une force de pression est appliquée sur l'eau salée qui est poussée vers la membrane. Sur sa surface, de minuscules trous permettent le passage des molécules d'eau, tout en bloquant les molécules de sel. On met une pression de 60 à 80 bars, ce qui va permettre donc de faire passer uniquement l'eau à travers les pores de la membrane qui sont nanométriques. Et on a un rendement d'environ 50%. Donc 50% de l'eau va réussir à passer à travers la membrane pour être pure. Et le reste, on va avoir 50% d'eau concentrée avec le sel qui sera rejeté. L'eau est alors désalinisée, mais pas encore potable. Une fois qu'on a de l'eau osmosée, elle est trop déminéralisée pour être considérée comme potable. Il n'y a plus de minéraux dedans, on est vraiment sur une base qui est pure. Pour qu'on soit sur de l'eau potable, on va rajouter des minéraux dedans, et là on pourra dire qu'elle est potable. Devenue propre à la consommation, l'eau est envoyée à travers le navire pour servir dans les douches, les cuisines ou pour les piscines. Une fois utilisée, c'est un nouveau circuit qui se met en marche pour traiter les eaux sales. Ces eaux, évidemment, les retraiter. Les eaux usées ne sont pas rejetées à la mer, c'est interdit. La réglementation internationale, elle est extrêmement stricte par rapport à ça. Et les seules eaux qui sont rejetées par les bateaux sont des eaux qui ont été traitées au point qu'elles sont quasiment buvables. Pour traiter les eaux usées à bord des bateaux, en fait, on a des stations d'épuration. C'est la même chose qu'une station d'épuration qu'on va retrouver dans les villes, mais avec des contraintes qui sont particulières. Elles doivent être beaucoup plus compactes, elles doivent résister aux intempéries, au roulis, à la gîte, et surtout, elles ne peuvent pas être en défaillance. Elles doivent fonctionner à 100% tout le temps. Donc il y a un challenge supplémentaire par rapport à de l'épuration terrestre. À Sète, dans le sud de la France, une usine d'épuration semblable à celles installées dans les paquebots de croisière a été construite à terre pour gérer les eaux du port. Ici, on filtre 22 000 litres d'eau par jour qu'on recycle et qu'on réutilise. C'est à peu près pour 400 personnes. Sur les paquebots, on concentre plus les systèmes, ce qui permet d'aller sur des débits beaucoup plus importants. Pour recycler les eaux usées, un traitement biologique à base de bactéries est installé dans ces cuves. Ici, on est au cœur du traitement biologique. Donc, on a les grilles d'aération en fond de cuve qui permettent en fait d'envoyer de l'air dans le système. Ça va développer les bactéries aérobies.
celles qui sont sans odeur et qui viennent dégrader les polluants. Et en même temps, on a les membranes de filtration qui sont immergées au fond de la cuve et qui, elles, vont permettre de séparer du coup les polluants qui restent dans la cuve jusqu'à être traités de l'eau qui est extraite et purifiée. Il faut 2 à 3 jours pour traiter ces eaux sales. L'eau qui est séparée physiquement par la membrane, donc les polluants restent dans la cuve et l'eau est séparée, elle est extraite via la pompe qui est ici et on la retrouve ici. Et c'est une eau qui est totalement réutilisable. Ici, on a vraiment de l'eau qui peut être directement réutilisée et derrière, on peut la potabiliser même pour la consommer. Sur les paquebots, la réglementation ne permet pas d'utiliser l'eau recyclée pour la boire. Elle servira uniquement aux usages techniques, par exemple le nettoyage des ponts. La part d'eau qui n'est pas réutilisée pourra être rejetée en mer sans perturber les écosystèmes. Mais les impressionnantes villes sur l'eau que sont les paquebots de croisière doivent continuer à se réinventer. Le vrai problème, c'est que les bateaux de croisière utilisent un carburant d'origine fossile. En 2022, on a calculé que les 218 bateaux de croisière qui naviguaient dans les eaux européennes auraient émis 8 millions de tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent, grosso modo, de 50 000 vols Paris-New York. Avant que les navires ne se modernisent, certaines villes portuaires ont pris des mesures radicales. Depuis 2021, les paquebots de plus de 180 mètres de long sont interdits de séjour à Venise pour préserver les structures de la ville et son air. Car à quai, les moteurs des paquebots sont obligés de tourner en permanence. Quand vous êtes en zone Caraïbe ou vous êtes en zone Méditerranée en été, si vous coupez l'énergie bord, vous allez couper la clim et il n'est pas impossible que les passagers soient mécontents. Donc il n'est pas question de couper l'énergie bord. La combustion des carburants que les bateaux de croisière utilisent va générer énormément de pollution atmosphérique, telles que des émissions de soufre, des émissions d'oxyde d'azote, des émissions de particules fines. En attendant de trouver le carburant du futur, toute l'industrie maritime s'est emparée de cette question et développe des solutions technologiques novatrices. L'avenir se dessine notamment à Rotterdam, dans le plus grand port d'Europe. Avec plus de 100 000 navires accueillis par an, moderniser le port est une problématique constante. Le port de Rotterdam a de grandes ambitions en matière de climat. Moins 50% de CO2 en 2030, la neutralité carbone en 2050. Pour réduire ses émissions, le port doit s'allier avec les armateurs des plus grands bateaux. Parmi eux, le SSCV Tialf est l'un des navires grues les plus puissants au monde. Ce navire énorme, qui sert à la construction de plateformes offshore, passe de longs mois à quai pour son entretien. Ici, trouver une solution pour couper les moteurs était impératif. Nous souhaitons que toute notre flotte soit plus verte. La première chose à faire, c'est d'installer l'électrification à quai pour tous nos navires. L'électrification à quai est une solution novatrice qui repose sur un principe simple: brancher les bateaux sur le réseau électrique terrestre. À quai, les navires sont reliés à un transformateur électrique situé sur la terre ferme. Le courant est envoyé à un tableau électrique installé sur le bateau pour redistribuer l'électricité en fonction des besoins. Hôtel, climatisation, système de sécurité par exemple. Une fois le navire branché, les moteurs peuvent être entièrement coupés. C'est un énorme changement pour nous. En général, l'hiver est consacré à la maintenance et aux réparations. Avec l'électrification à quai, on économise 75 tonnes de CO2 par jour. À bord du navire, la qualité de l'air s'est améliorée. L'air est plus propre parce qu'on ne se sert plus des moteurs.
Pour les riverains, cela représente aussi un gros avantage car il n'y a plus de pollution sonore. C'est tout simplement mieux pour tout le monde. Cette solution presque évidente est pourtant complexe à mettre en place pour des bateaux de la taille du SSCV Thialf. De nombreux travaux ont été nécessaires pour que les navires soient compatibles avec l'électrification à quai. On a changé tous les panneaux électriques, on a installé un énorme tableau, c'est un très gros chantier. Le navire n'avait pas été conçu pour recevoir l'électricité du port et il nous a fallu 4 à 5 mois de travaux pour que ce soit possible. Ici, l'installation électrique fournit une puissance considérable au bateau grue. 20 MW, soit la puissance nécessaire pour alimenter 4000 foyers en énergie. L'électrification à quai pourrait donc s'appliquer à tous les méga-paquebots de croisière. L'électrification à quai fonctionne pour tous les bateaux. La preuve est juste derrière moi. On dit qu'il faut voir grand et commencer petit. Ici, on a vu grand et on a commencé grand. Si on a pu le faire ici, c'est faisable partout. Aujourd'hui, les installations nécessaires à l'électrification à quai sont intégrées dès la conception des nouveaux paquebots de croisière. Mais très peu de ports sont déjà équipés de ce système. L'application de la haute tension, donc des systèmes pour des bateaux de croisière par exemple, est plus compliquée. Ça nécessite plus de collaboration entre ceux qui transportent l'électricité, ceux qui le génèrent, et ensuite les croisiéristes qui, eux, doivent vraiment définir leurs besoins quand ils sont à quai. Il y a deux défis. Pour l'électrification à quai, il faut un gros investissement de départ. Ensuite, ça nécessite beaucoup de compétences techniques que les ports et les armateurs n'ont pas forcément. L'électrification à quai deviendra obligatoire en Europe en 2030. Elle permettra de réduire de 12% les émissions de CO2 de tous les navires à passagers. Mais d'autres solutions innovantes permettent déjà de révolutionner l'efficacité énergétique des paquebots de croisière. Sur ces immenses navires, l'énergie produite est utilisée au maximum de ses possibilités. Généralement, les bateaux de croisière modernes sont construits de telle manière à récupérer les pertes d'énergie potentielles. Donc, par exemple, on va penser à des systèmes qui vont utiliser la chaleur des gaz d'échappement pour produire de l'électricité, chauffer de l'eau. On essaie de créer un bateau qui va utiliser toute l'énergie possible à bord. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des progrès. Les chantiers de Saint-Nazaire, effectivement, preuve à l'appui, graphique à l'appui, ont déterminé qu'entre un paquebot sorti en 2008 et un paquebot sorti en 2022, pour la même compagnie du reste, l'émission de CO2 par passager a été réduite de moitié. Et ces avancées ne se limitent pas aux méga-paquebots les plus récents. D'anciens navires de croisière, qui naviguent depuis plus de 20 ans, peuvent être modernisés pour devenir plus efficients. Au lieu de détruire un bateau encore très solide, que l'on pourrait utiliser encore plusieurs années, la meilleure solution pour nous a été de le rénover, pour le rendre hybride. En Norvège, cette compagnie de croisière a profité des travaux d'hybridation de ces paquebots pour repenser l'intégralité des navires. Toute notre flotte a fait l'objet de mesures d'économie d'énergie. Je vous parle de la propulsion, du système électrique à bord, de systèmes intelligents pour le chauffage, par exemple. On a installé un nouveau système pour réduire les émissions d'oxyde d'azote sur tous nos bateaux. Et cette diminution est de l'ordre de 80%. Autant de technologies qui permettent déjà aux paquebots de croisière de limiter leur impact sur la planète. Mais certains armateurs veulent aller encore plus loin. Dans ce laboratoire de recherche norvégien, les équipes travaillent sur les bateaux du futur, 100% électriques. La principale source d'énergie du navire sera de l'électricité verte, issue de l'éolien et de l'hydraulique. Cette énergie sera stockée dans des batteries géantes à bord du paquebot. Mais pour réduire au maximum la taille de ces batteries, il faudra surtout réduire la consommation énergétique.
Paquebot construit avec des matériaux plus légers, nouvelle forme de coque plus hydrodynamique, puissance de propulsion diminuée. Des essais en modèle réduit permettent de tester la viabilité en navigation des technologies développées. Actuellement, nous testons notre modèle réduit d'un navire de 200 mètres de long. On essaie différentes manœuvres dans plusieurs conditions de houle pour s'assurer qu'il se comporte comme prévu dans les vagues. Ensuite, nous mesurons son efficacité énergétique dans ces conditions. Et en parallèle, on s'assure bien sûr de la sécurité du navire pour les passagers et l'équipage. Ce paquebot électrique nouvelle génération devrait fendre les eaux pour la première fois en 2030. D'ici à 2030, ce sera possible grâce à d'énormes batteries, car cette technologie progresse de jour en jour. Comparées aux batteries d'aujourd'hui, elles seront beaucoup plus puissantes, tout en étant plus légères. Mais le tout électrique n'est pas la seule technologie sur laquelle se penchent les armateurs de croisière. De nombreux ingénieurs s'intéressent à la plus connue des méthodes de propulsion marine pour en créer une version 2.0. Ces voiles modernes, construites dans des matériaux rigides ou semi-rigides, sont bien éloignées des traditionnelles voiles en toile. Orientables pour s'adapter au vent, elles peuvent aussi se rétracter pour faciliter le passage sous les ponts. Certaines sont couvertes de panneaux solaires qui permettent de fournir de l'électricité verte aux navires. C'est le mariage des méthodes traditionnelles et des technologies de pointe. Les voiles ne permettront pas de garantir entièrement le fonctionnement des méga-paquebots. C'est une multiplicité de solutions qui doit se mettre en place pour envisager l'avenir.